petites notes pour avoir des points de repère parce que c'est facile de partir d'une direction puis d'une autre quand on parle de la méditation. Alors, moi, un de mes buts principaux, c'est d'être capable de transmettre la passion que j'ai de découvrir les richesses de mon être intérieur. C'est fascinant. Quand je pense à tous les efforts qu'on peut faire pour apprendre des choses à l'extérieur et quand on commence à explorer à l'intérieur, c'est immense, c'est infini. Et puis moi, ça me passionne de découvrir du potentiel que j'avais jamais utilisé, des choses que je connaissais pas de moi, puis ça m'a permis ça m'a permis d'être moi-même sans chercher la perfection ou sans chercher à imiter quelqu'un. Ah, j'aimerais ça être une bonne conférencière comme Guy Corneau. Tu sais, il n'y a plus de mesure à ce niveau-là. C'est que ça m'a permis de toucher ma source naturelle de ce que je suis, puis d'oser exprimer ce que j'ai à dire en toute simplicité. Alors ça, c'est une richesse qui peut être acquise et qui est accessible à tout le monde en méditation parce qu'on apprend à se connaître intérieurement et c'est merveilleux. On lâche le personnage, on lâche nos masques, puis on va chercher qui on est. Alors ça, c'est vraiment la forme d'enseignement que je propose. J'aime bien raconter cette petite histoire. J'ai deux histoires à vous raconter, puis c'est des histoires très marquantes dans ma vie. Quand Yves m'a interviewé l'autre fois, je l'ai mentionné. Moi, quand j'étais petite, mon père, c'était un genre de philosophe visionnaire, et puis lui, il disait toujours, puis il était très enflammé quand il me disait ça, qu'on avait 95% de notre potentiel inexploré. Moi, ça m'a tellement marqué là, toute ma vie. Je me suis dit, c'est quoi qu'on a? Il dit, Einstein, il dit au maximum à 10% de développé, puis nous autres, le restant, on n'y a pas accès. Fait que moi, j'ai toute jeune, j'étais fascinée à savoir où est-ce qu'il était, ce 95%-là, de quoi qui était confectionné, puis où est-ce que j'étais pour le trouver. Et quand j'ai commencé à ouvrir à la méditation, cette porte-là a ouvert, parce qu'avant ça, j'avais voyagé, puis je ne vous conterai pas toute ma vie, mais c'était wow! Je sens que c'est par là que je vais avoir accès à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Puis ça fait 40 ans que je médite, puis je ne me lasse pas, je continue à découvrir. L'ouverture de la conscience que la méditation nous amène a des richesses infinies. Puis c'est au quotidien et c'est merveilleux. Fait que c'est cette passion-là que j'espère que j'aurai le but de transmettre dans mon travail, puis que je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Puis c'est évident que l'apprendre à la méditation, c'est un entraînement, dans le sens qu'il faut y revenir à cet espace-là intérieur. Il faut s'en rappeler que, ah oui, j'ai cette richesse-là, il faut que j'aille puiser dedans, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'elle a à me dire, tu sais, au lieu de tout le temps tellement se casser la tête pour essayer de trouver des solutions. Puis c'est pas souvent là qu'on en trouve. Une autre histoire que j'aime bien raconter parce que ça a été un événement dans ma vie qui a fait que mon enseignement, ma compréhension de la méditation a changé. En fait, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus loin dans ma compréhension de la méditation. Dans un événement, quand j'étais à Delhi, dans une situation infernale, dans le trafic, puis tout était comme, je ne pouvais pas m'évader, puis j'étais en panique. Et puis, ce moment-là, ça faisait quand même déjà 15 ans que je méditais dans des ashrams, là, des lieux parfaits, puis extrêmement sophistiqués. Puis là, là, je me suis rappelé quand j'étais pris dans le trafic que j'avais médité parce que j'étais en panique. Et puis en plongeant à l'intérieur de moi à ce moment-là, j'ai plongé, j'ai été le plus profondément que j'avais jamais été dans mes pratiques méditatives, dans des lieux parfaits. Alors, je dis, oh là là, OK. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui m'a appris que c'était pas juste dans un lieu parfait. Plusieurs années, mais pas si longtemps que ça, la méditation était réservée à des élites spirituelles, dans des monastères, dans des lieux que les gens avaient juste ça à faire. On disait que les moines prenaient soin de l'âme humaine, qui s'occupaient de l'esprit de l'humanité.
puis il méditait toute la journée. Puis la méditation, pour le commun des mortels, elle n'était pas accessible, elle n'était pas enseignée, c'était quelque chose de au-dessus, au-delà de ce qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai vécue à Delhi, je me suis rendu compte que j'ai dit, ah, OK, c'est à ça que ça sert. Je suis en panique, je suis dans le trafic, je suis dans le jus au bureau, j'en peux plus, je pogne les nerfs ou n'importe quoi du genre. Si je peux me rappeler d'aller prendre quelques secondes, ne serait-ce que 2 respirations, puis de rentrer à l'intérieur de moi, si je peux me rappeler de ça, tout d'un coup, j'ai accès à quelque chose d'autre que la panique du mental, la panique du stress ou des situations qui peuvent être extrêmement énergivores. Alors ça, pour moi, si je peux partager cette compréhension-là de la méditation, une chose aussi que je fais dans mon enseignement de méditation, j'aime beaucoup démystifier la méditation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même vu une annonce de matelas avec quelqu'un qui méditait au-dessus. C'est rendu quasiment un stéréotype d'état d'être sublime, au-delà de tout, inatteignable. Non, c'est pas vrai, c'est pas de même. J'aime beaucoup d'amener la méditation dans le quotidien. C'est quelque chose qu'on peut se servir pour toutes. C'est pas comme ah, moi, je médite tous les jours, je fais mon heure de méditation, ciao, bye, après ça, je m'en vais, puis c'est fini. C'est pas une activité quotidienne, c'est pas un hobby. C'est quelque chose qu'on apprend à intégrer, c'est un état d'être qu'on apprend à intégrer quotidiennement. Puis ce sont les techniques et les pratiques qui nous apprennent cet état d'être-là. La technique en soi n'est pas la méditation. La méditation, c'est ce que la technique nous apprend et c'est pour ça que je trouve intéressant la plateforme qu'on offre, parce qu'il y a toutes sortes d'approches, il y a toutes sortes d'angles à regarder comment on peut avoir accès à cette richesse intérieure-là. Et puis, chaque proposition, chaque façon de faire, chaque technique peut venir. Il y a des gens dans des techniques, moi j'offre des méthodes actives, des méthodes avec la respiration, avec les sons, mais il y en a qui disent, ah, moi, cette technique-là, que j'ai donc été là-dedans, ça m'a amené tellement profond. Et 2 autres personnes vont faire la même technique, puis ça ne leur fait rien. Alors, il n'y a pas une technique qui fait qu'elle va nous garantir le chemin vers cette richesse intérieure-là. C'est la beauté d'explorer ces techniques-là. Excusez-moi. Et puis, dans toutes ces techniques-là que j'enseigne, elles ont toutes pour but de développer le témoin conscient. Appelez-le l'observateur. Il y en a qui les appellent le Bouddha intérieur, le soi profond. C'est de tout. Tout est là. Puis c'est quoi l'observateur en méditation par rapport à mes analyses cérébrales? Puis on va travailler beaucoup là-dessus dans mes enseignements. C'est toujours apprendre à faire la différence entre les deux. Il y a beaucoup de signes qui nous révélateurs qu'on apprend à force d'observer. Ah ouais, là, c'est mon mental qui travaille. On se sent même physiquement différent quand on est dans notre réflexion cérébrale. C'est toujours d'apprendre à faire la différence entre les deux. Puis indépendamment des bienfaits de la méditation que la méditation nous apporte, de développer le témoin conscient, c'est là qu'on nourrit l'espace de la conscience, on nourrit l'ouverture de la conscience. Dans la tradition spirituelle asiatique, parce que ça vient beaucoup de là, on explique comment c'est l'évolution de la conscience. Au départ, c'est comme semer une graine, hein? C'est comme je sème, on dit, on nourrit notre être conscient, notre Bouddha intérieur. C'est une semence qui est très fragile. C'est facile de s'évader puis penser parce que le mental, lui, c'est lui qui contrôle dans notre forme de société, d'éducation, c'est notre mental qui contrôle notre être. Et puis, il ne veut pas perdre le bâton. Alors, puis tout nous apporte, tout
tout ce qui est dans notre éducation nous amène toujours vers l'extérieur, chercher des solutions en dehors, puis on est tout le temps sollicité à l'extérieur. Alors, ça demande un effort, un entraînement pour revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi. Alors, quand on commence la méditation, quand on commence à nourrir cet état de conscience-là, cet être le témoin à l'intérieur, c'est fragile. Tu sais, c'est un peu comme la rose du petit prince, là. Il faut en prendre soin, puis apprendre à connaître les pièges que le mental nous amène. Et puis, en apprenant à nourrir, à prendre soin de cet espace-là, le Bouddha grandit à l'intérieur de nous. C'est une symbolique asiatique. Bon, c'est comme cet être-là prend de la force, comme un enfant. Il va prendre un peu plus de place. Il va être plus facile à rencontrer à l'intérieur de nous. Ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre 3 semaines. Il y a des gens qui comprennent et qui embarquent dedans tellement rapidement que, boum, la conscience, puis surtout aujourd'hui, dans notre époque, la conscience est très présente partout dans l'air. On le voit, les gens se posent des questions qui ne se posaient pas avant. Alors, la conscience, elle va prendre sa place, puis elle va grandir à un rythme selon la personne, son implication, son désir d'aller là. Et plus en plus, ensuite, une étape de plus, la conscience va prendre en place partout dans notre être et même devenir éventuellement plus vaste que nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle a une croissance infinie, la conscience. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des êtres éveillés. Et puis, on dit, hey, attends, on n'est pas assis sur notre éveil spirituel. Moi, je suis un illuminé. Ça n'arrête pas. C'est infini, les étapes d'ouverture de la conscience. Alors, c'est une exploration extrêmement riche, comme je vous dis. Ce que je vous disais tantôt par rapport à comment je comprends la méditation, qui est tu sais, comme on dit, avant on disait le théâtre est dans la rue. Aujourd'hui, la méditation est dans la rue. Les gens peuvent, dans tout leur quotidien, se servir de cet état de conscience-là, de cette vigilance-là dans le présent qui va les amener à développer justement des potentiels intérieurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, puis va nous donner des capacités d'interagir, d'agir et de se sentir nous-mêmes supérieur à ce qu'on connaît quand on est simplement dans les jugements, puis dans les comparaisons, puis toute notre petite éducation qu'on a reçue, nos patterns, nos stéréotypes, de l'inconscient et tout ce qui nous structure dans notre façon d'agir, on devient témoin de ces structures-là, puis on apprend à faire la part des choses. OK, ça m'appartient, mais ça fait partie d'une éducation empruntée qu'on m'a injecté, si je peux dire ça comme ça. Alors, c'est extrêmement intéressant d'apprendre, quand je vous disais au début, à être soi-même. C'est de percer ces voiles-là, là, ces petites lunettes de couleur rose-là qui font qu'on ne voit pas le bleu du ciel. On le voit mauve parce qu'on a des lunettes roses. Alors, on enlève nos lunettes de couleur, on ouvre la porte, on regarde. La conscience, ça nous fait ouvrir notre vision sur l'existence, autre que juste ce qu'on voit à travers le trou d'une serrure, à travers de notre mental qui est tout le temps dans un espace de jugement. Le jugement, c'est très étroit. Hein? Le jugement, ça nous fait voir une chose, puis là, on part à construire une histoire à partir d'une petite anecdote qui souvent n'a même pas rapport avec l'ensemble des choses, même pas rapport avec la compréhension globale des choses. Alors, c'est là que je vois, moi, dans mes enseignements de méditation, peu importe les techniques qu'on utilise. C'est très intéressant, je ne m'entends pas. Alors aussi, ce que j'enseigne, parce que je vous présente ma démarche méditative, ce que j'enseigne, c'est d'apprendre fondamentalement, c'est d'apprendre, si on comprend comment on fonctionne, j'enseigne comment le mental fonctionne,
la fonction, tous les chakras ils ont des fonctions différentes. Le mental, lui, c'est le doute. Il est toujours en train de s'obstiner, puis oui, mais non, puis peut-être, puis d'un coup que, puis j'aurais dû puis là, ça finit plus. C'est extrêmement épuisant. Il est bien pratique, mais il est bien fatigant. Alors, ce mental-là, j'apprends, notre attention dans notre éducation est quasiment à 100% portée sur l'activité incessante du mental. On se comprend, hein, le hamster, puis tout le monde, puis tous les gens qui viennent me voir en méditation dans les cours, c'est « Ah, j'aimerais tellement faire arrêter le hamster ». C'est général. Tout le monde subit cette activité-là mentale qui a un rôle direct sur le confort du corps. Ça, c'est un autre volet, là, comme on appelle le body-mind, l'effet entre le mental et le bien-être du corps. Ça, on pourrait en parler assez longtemps aussi. Alors, si j'apprends à détourner mon attention, c'est un peu ça qu'on fait en méditation, c'est qu'on se rend compte, OK, toute mon attention est portée vers ça et j'en subis régulièrement les effets au niveau des émotions, du corps, de toutes sortes de choses. Puis là, tout d'un coup, en méditant, j'apprends à shifter, à transposer mon attention ailleurs, dans cet espace de découverte-là, d'exploration de l'être intérieur. Et c'est là tout le travail de la méditation. C'est là qu'il y a toute la vigilance à faire. C'est d'apprendre à détourner son attention de toutes ces histoires-là, puis d'arrêter d'en mettre. Il y a une histoire qui, j'ai pas pu aller faire ça. Oui, mais d'un coup, qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis puis là, on en rajoute. Puis c'est très créatif, un mental. Puis là, on se ramasse pris dans une histoire. C'est ce que les bouddhistes appellent le maya, l'illusion. On se crée un monde illusoire de choses que peut-être ça va arriver, puis d'un coup, je vais là, puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça finit plus, puis on oublie de vivre. Alors, toute la démarche de la méditation, c'est de transposer notre attention ailleurs, le laisser parler. Comme je dis, le mental est un très mauvais directeur, un très mauvais gestionnaire, mais un très bon exécutant. Moi, j'aime ça, je suis intelligente, puis quand je décide de faire quelque chose, ça fonctionne. Regarde, Yves, il travaille, il sait comment, c'est beau de le voir aller. Il met son mental au service de ce qu'il veut faire. Ça, c'est une belle façon d'utiliser le mental. Puis il ne faut surtout pas, parce que beaucoup de gens, en apprenant à méditer, se mettent à se battre, à haïr leur mental, à détester. Là, ah, mon maudit mental, hey, c'est notre allié. Il va nous aider. Apprendre à méditer, ce n'est pas de commencer à créer des conflits supplémentaires. C'est de la détente, c'est un lâcher-prise sur beaucoup de choses. On peut en parler encore longtemps, mais c'est spécifiquement de s'en faire un allié de ce mental-là, qui est très pratique, mais on n'est pas obligé de l'écouter. Alors, on apprend, en méditant, à détourner notre attention vers des ressources qu'on a, qui sont beaucoup plus serviables souvent que le débat puis la dualité du mental. Alors, en gros, c'est un peu ça, ma démarche, mon approche méditative. Et puis, la démarche personnelle de comment j'ai transposé ça dans parce que, bon, sans prétention, naturellement, pour moi, enseigner, c'est inné. Alors, je m'en sers, puis ça fonctionne bien. Alors, là, comme je vous disais, ça fait 40 ans que j'ai tout laissé ce que j'avais d'envie pour aller intensivement dans la méditation. J'étais en Inde apprendre dans des ashrams. Ici, je faisais des ateliers, je méditais, je m'impliquais. Majoritairement, ma vie était impliquée dans la méditation. Pendant les 20 premières années, j'étais pas simplement, intensivement dans l'apprentissage. Puis après, depuis 20 ans, j'ai créé mon école de méditation. C'est l'école de méditation intégrée au cœur du quotidien. C'est un titre pour moi qui
réussissais à décrire un peu cette démarche-là dont je viens de vous parler, d'amener la méditation dans le quotidien, de l'intégrer, de ne pas en faire, méditer assis d'une pièce avec les bougies, puis il ne faut pas qu'il y ait de bruit, puis que tout soit parfait, puis que c'est magnifique, c'est sûr qu'on se détend, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est ni la posture, c'est ni l'endroit qui nous amène dans la méditation. C'est comme je vous disais, c'est un état d'être. Alors, l'école de méditation intégrée, c'est d'amener toutes ces techniques-là qu'on pratique. Comme moi, quand j'enseigne des cours, des ateliers ou peu importe de quelle forme je donne l'enseignement, c'est que c'est toujours, on a une technique qu'on pratique, il y a toujours une thématique, soit que ce soit le jugement ou la gratitude ou la comparaison, parce que j'ai vraiment étudié profondément l'énergie exemple de la comparaison, puis de l'impact absolument toxique que ça peut avoir sur notre vie, sur notre corps, sur notre façon de faire, et sur nos choix. Alors, c'est que quand je vous parlais tantôt comment la conscience s'expand, on commence à méditer, on va utiliser notre respiration de base comme pour revenir à l'intérieur. Ça, c'est un volet dans les enseignements qu'on enseigne par étapes. Comment je dirais ça? Mes enseignements vont aller respecter les étapes de développement de la conscience parce que j'ai quand même une connaissance de ces étapes-là par mon expérience. Moi, ce que j'enseigne, c'est des choses que j'ai vécues, je n'ai pas lues. J'ai vécu, c'est mon expérience que j'enseigne, mais les enseignements que j'ai reçus, par exemple, étaient très solides. Ils allaient chercher des techniques qui viennent des soufis, des Tibétains, des bouddhistes, vraiment énormément de références solides. Puis j'enseigne des techniques qui ont été adaptées à notre façon d'être moderne, qui est plus cérébrale. C'est facile. Moi, j'ai vécu en Inde 3 ans. J'en ai vu des gens qui vivaient dans des monastères. Ils avaient l'air complètement nono, excusez-moi. Ce n'est pas du monde qui ont besoin d'utiliser leur mental. Ils n'ont aucune responsabilité matérielle. Ils vivent des dons des gens, puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent, ils quêtent, puis ils mangent, puis ils méditent. Fait que ça fait vraiment un contraste par rapport à nous autres dans la vie, qu'on se démène pour la survie. Ce n'est pas facile de survivre sur la Terre. Fait que c'est comme... fait que mon enseignement est adapté à ce qu'on vit présentement. Quand on sort un moine du monastère, on l'amène au marché, il pogne les nerfs, parce que c'est trop bruyant, il a hâte de retourner dans son monastère, il n'est pas capable de dealer avec tout le chaos de la vie. Alors, notre façon d'enseigner la méditation, c'est d'aller dans ce chaos-là, puis d'apprendre à revenir centré, puis d'aller chercher un potentiel qui est capable de rester centré, de rester aligné avec notre vérité dans le chaos, sans pogner les nerfs, sans perdre le contrôle. Alors, comme je vous disais au début, dans cette démarche-là, au début, on observe la respiration, ensuite, on peut observer le corps, on observe nos pensées, on apprend à observer nos pensées, on apprend à observer nos réactions, comment on reçoit l'intervention des autres, comment on réagit. Ensuite, nos perceptions peuvent se développer plus qu'on rentre d'une pièce, qu'on sent « Ah, mon Dieu, c'est tendu ici » ou « Mon Dieu, qu'il y a donc une belle atmosphère ». On apprend à ouvrir la conscience. Puis même, il y a des gens, moi, je ne lis pas les journaux, je le sais, qu'est-ce qui se passe. C'est comme la conscience aperçoit, s'élargit. Et puis, il y a un univers à observer, il y a un univers à accompagner, puis à apprendre qui est extrêmement, comme je vous dis, encore très, très intéressant. Alors, donc, l'enseignement que je fais, je vais vous guider à travers une conscience dans les cours, ou peu importe les cours que je donne. Je vais vous donner un petit peu tantôt un bref aperçu de quel genre de travail que je fais. Va nous guider vers une conscience plus globale de nos attitudes justement robotisées, nos habitudes. Si on regarde, on est robotisé, on fait des choses par habitude, puis inconsciemment, je pourrais dire des fois 90% du temps, là, quand on n'a pas cette
flamme-là de la conscience qui s'éveille à l'intérieur de nous. On est comme des robots. C'est triste. C'est triste de vivre une vie comme un robot, puis toujours faire la même chose quand il y a tant à découvrir. Ça, c'est ma façon de voir les choses, hein. Ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Alors, c'est à peu près ça. Demain, j'ai une autre conférence demain, on va aller plus dans le pratique, comment observer le témoin, comment développer comment vivre l'instant présent, puis comment développer le témoin entre la tête. C'est un petit exercice. Mais avant de vous quitter, je vais vous parler un peu encore de mes enseignements, de démarche personnelle, comment je l'ai transposé. Moi, je ne dis pas que j'enseigne la méditation, j'enseigne la liberté. J'enseigne à se libérer justement de toutes ces conditionnements qui nous enchaînent puis qui nous empêchent d'exprimer simplement qui on est. Ça nous enlève la peur de le faire et puis c'est magnifique. Alors, pour faire des formes d'enseignement que je fais, je donne souvent des ateliers d'1 jour. Je donne des ateliers de 3 heures. Je fais de l'accompagnement, de la guidance individuelle. J'ai un cours de 10 semaines que j'ai donné, je ne sais pas combien de fois. C'est magnifique parce que pendant 10 semaines de temps, 1 fois par semaine, les gens, on voit l'ouverture qui se développe. C'est très, très beau. Ça, je l'ai enseigné dans des écoles, dans des centres communautaires, dans toutes sortes d'endroits. Puis ça, j'aimerais bien ça la mettre en ligne, ces 10 semaines-là, avec de la pratique méditative, puis une exploration, comme je vous disais, des comportements inconscients. J'ai un atelier que j'ai donné un atelier conférence que j'ai donné dans les bibliothèques qu'on va faire ensemble demain, qui est très intéressante, les bibliothèques à Québec. J'ai aussi monté une formation pour les enseignants dans les écoles pour les enfants. C'est des petites méthodes de méditation pour les enfants à peu près de 10-15 minutes que j'enseigne, puis j'ai tout un cahier de formateurs et tout ça, que les enseignants peuvent apprendre avec une éthique d'enseignement, aussi un code de pédagogie de la méditation. Enseigner la méditation, ce n'est pas comme enseigner les mathématiques. Alors, j'ai tout développé ce volet-là pour les enfants et les enfants absorbent ça d'une façon extraordinaire. J'ai eu des groupes d'enfants, là, tu sais, on vient au monde dans un état méditatif, on vient au monde présent, on vient au monde dans l'instant, dans l'ouverture. Alors, ils ne sont pas loin de ça, eux autres, puis ça rentre, là, tu sais, ils intègrent ça d'une façon, là, magnifique. C'est très, très beau, puis je trouve que sur le web, ça va être une belle façon de pouvoir enseigner ce volet-là, parce que les écoles, ils travaillent très, très, ils ont des horaires extrêmement serrés, puis c'est difficile d'aller dans les écoles. Alors, comme je vous disais tantôt, je fais de l'accompagnement individuel, même pour des gens qui enseignent la méditation, ils viennent me voir des fois parce qu'ils bloquent une place ou ils ont besoin d'aller plus loin. Puis j'ai même eu des clients qui sont venus me voir que leur médecin leur a dit, écoute, ou tu prends des antibiotiques, des antidépresseurs, ou tu apprends à méditer. Alors, même les médecins considèrent que la méditation peut aider quelqu'un. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, puis j'ai le travail sur le cœur que je fais depuis presque 25 ans. C'est des ateliers pour apprendre à activer les fréquences vibratoires du cœur et savoir comment s'en servir. D'être dans son cœur, c'est pas dire oh, je t'aime, puis tout est beau. C'est très, très, très vaste. C'est l'infinie puissance du cœur. C'est extraordinaire parce que quand on vibre dans la fréquence vibratoire du cœur, on est dans la même fréquence vibratoire que l'univers entier, ce qui est énorme, c'est la création pure, c'est la fréquence vibratoire du cœur. Et le cœur émane infiniment plus d'ondes électromagnétiques que le cerveau. Je pense que selon l'Institut HeartMath, on parle entre 1000 et 1500 fois plus d'ondes électromagnétiques par le cœur que par le cerveau. Alors moi, j'enseigne comment activer ces ondes-là, puis comment les utiliser. C'est à peu près ça.